Bonjour mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois dans cet autre numéro des Actus Chaudes sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous donne des actualités vraies, des informations vraies et vérifiées. Et pour cette nouvelle session des Actus Chaudes, nous allons parler des actualités qui ont vraiment fait vibrer la semaine finissante. Donc nous parlerons de la conférence qui s'est déroulée à Paris pour les soutiens de la paix et la prospérité de la région des Grands Lacs. Et nous n'allons pas nous arrêter par là, nous parlerons également d'Aimé Bodi Sangara, de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale où on a choisi Aimé Bodi Sangara comme candidat unique pour remplacer Vital Kamerhe. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec mon confrère Jenny Toile que vous allez découvrir tout juste après. Bienvenue. Mais avant tout, mesdames et messieurs, vous connaissez la règle. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de toutes nos actualités, car c'est la routine au fait. Alors, Jenny, bonjour et bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour. Je suis très heureux de retrouver les téléspectateurs de Web Info et vous également. C'est un plaisir. En tout cas, c'est un grand plaisir aussi. Alors, vous êtes prêts pour parler des actualités? En tout cas, très prêt. Voilà, alors mesdames et messieurs, nous allons commencer par le premier sujet que j'ai évoqué au début. Nous allons parler de la conférence qui s'est passée à Paris où le président de la République a intervenu. Il y a aussi plusieurs chefs de l'État qui ont aussi intervenu au courant de cette conférence. On commence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, est arrivé ce jeudi matin à Paris pour participer à la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée du 29 au 30 octobre 2025. Cette rencontre tenue en collaboration avec les Togo, dont le président du Conseil des ministres qui assure la médiation de l'Union africaine dans la crise de l'Est de la RDC, réunit plusieurs dirigeants et partenaires internationaux autour de la question congolaise qui est aujourd'hui la question qui fait parler plusieurs personnes, qui est la paix à l'Est de la RDC. Elle vise à mobiliser la communauté internationale en faveur d'une paix durable et conforme aux droits international. Outre le président Emmanuel Macron, sont également présents et les ministres d'État du Qatar, Mohamed bin Abdulaziz, le conseiller américain Massad Boulos qui a représenté le président américain Donald Trump et plusieurs d'autres personnes. Mais aussi, nous avons une autre représentante pour les affaires étrangères. Cette grande rencontre diplomatique replace la RDC et la région des Grands Lacs au cœur des préoccupations mondiale dans un contexte marqué par de profondes mutations géopolitiques et stratégiques. Alors, Jenny, je te reviens. C'est quand même surprenant de voir que les Togo et la France est maintenant impliqués aujourd'hui dans la question congolaise qui est la paix. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, tout dépend aussi des enjeux diplomatiques. C'est vrai, la France qui n'était pas aussi très impliquée, je peux le dire ainsi. Quand je parle de l'implication de la France est là, à l'époque, tenté de contribuer ou disons de jouer à la médiation dans cette crise, surtout l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, sans pour autant trouver aussi une issue favorable. Je me rappelle lorsque Emmanuel Macron avait réussi à mettre ensemble Paul Kagame et Félix Tshisekedi avant que les choses ne dégénèrent aussi à la dimension où elles se trouvent aujourd'hui. Mais jusque-là, on n'avait pas trouvé je peux dire des résultats aussi favorables, surtout pour la République démocratique du Congo. Et après, la France s'est retrouvée écartée dans les différentes démarches diplomatiques au niveau international. C'est le cas avec les processus de Doha, les processus de Washington, où la France, elle est là, tantôt elle observe de loin tout ce qui se passe, tantôt elle peut être tout de près, mais sans pour autant avoir un mot pour peser aussi dans toutes les démarches diplomatiques concernant bien sûr la crise dans l'Est de la RDC. Donc cette initiative, la France voulait, c'est l'idée que j'ai, la France voulait un tout petit peu aussi donner sa marque. Donc elle appelle sa conférence de paix pour la région des Grands Lacs avec une aide humanitaire qu'il faut mobiliser pour la République démocratique du Congo. Alors déjà, la France qui réussit aussi elle a réussi quand même à annoncer ça avec pompe, mais en envoyant des invitations sur le plan protocolaire,
il y a des chefs d'État qui ont décliné. Quand je dis qui ont décliné, donc les faits pour ces chefs d'État de ne pas être là physiquement. Oui, parce qu'il y a plusieurs chefs d'État qui n'étaient pas vraiment présents. Tout à fait. Bien que représentés, et là c'est le cas du Rwanda, les États-Unis, qui a été aussi, représenté par Massad Boulos. Donald Trump ne pouvait pas aussi être là. Quand c'est Macron qui organise une conférence et qu'on retrouve un Donald Trump aussi, je ne sais pas, dans la salle ou même à l'estrade, en train d'assister à tout ce qui se passe, ça n'allait pas être le cas. Mais la France, quand même, avec le Togo, parce que c'est co-organisé. Il faut le dire, bien que c'est la France qui est les pays hôtes, justement, de ces assises, mais c'est co-organisé avec le Togo. Voilà pourquoi on a vu le Togo aussi tout près de là. Le Togo qui intervient dans cette crise comme médiateur désigné par l'Union africaine, pour le compte de l'Union africaine. Parmi les grands absents, c'est aussi le président angolais qui est aujourd'hui l'actuel président en exercice de l'Union africaine. Exactement. Ça veut dire que c'est un manque de considération qu'on accorde à la France particulièrement. Parce que la France est à l'initiative de cette conférence. Elle dit vouloir mobiliser les fonds pour les victimes de cette crise. Elle dit aussi vouloir mettre en place un corridor, contribuer pour la mise en place d'un corridor humanitaire. Et c'est ce qui a fait polémique aujourd'hui. L'aéroport de Goma, tout ça, peut-être on va en parler. On va y arriver. Mais dans l'ensemble, vous constatez que c'est une France aussi mal embarquée. Elle n'arrive pas à se situer au niveau de Doha, au niveau de Washington. Alors, elle veut créer aussi une autre initiative tout en la mettant dans les mêmes optiques que celui de Washington. Mais ce qui m'étonne un peu, pourquoi est-ce qu'après l'échec que la France avait tenté de jouer le rôle de médiation avant, entre les RDC et les Rwanda, avant que les choses ne s'empirent, quelle est la motivation réellement? Bon, qu'est-ce qui a motivé réellement la France pour que la France puisse encore organiser notre conférence en faveur de la RDC? J'ai dit aussi à rappeler que c'est la 3e fois que le président français Emmanuel Macron... Mais également, à l'ONU, Emmanuel Macron avait promis au président de la République de faire une conférence pour rendre hommage aux gens du Kivu. Tout à fait. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est la 3e fois qu'Emmanuel Macron tente de rassembler ou de mettre dans une seule pièce peut-être Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sans pour autant parvenir. Ça veut dire qu'il est animé par ça. Et c'est aujourd'hui la crise en République démocratique du Congo. Tout le monde veut être les plus grands. Jouer les rôles de médiation. Ouais, les plus grands médiateurs. Quelqu'un qui a réussi à apporter la solution aussi durable et concrète. Et là, Emmanuel Macron est en train de voir Donald Trump prendre de l'envol de ce côté-là. Parce que Donald Trump, lui, ne cesse de se vanter jour après jour qu'il a déjà trouvé de solution à la crise. Oui, il avait RDC et Rwanda. Pas seulement à RDC et Rwanda, il a 17 États. Et pourtant, nous savons tous que la crise, elle est toujours là, entre les RDC et le Rwanda, mais aussi les gouvernements congolais qui ne s'attendent toujours pas avec l'AFC M23. Mais Donald Trump, lui, se vante qu'il est en train d'y travailler. Bon, peut-être avec cet accord signé le 27 juin à Washington, d'accord, mais Paris n'arrive même pas à décrocher, ne serait-ce qu'un protocole d'accord. Même une déclaration de principe. Parce qu'il faut faire une nuance, il y a une nuance entre les trois. Mais Paris n'y arrive toujours pas. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne cesse de tenter pour y parvenir. Alors déjà, dans l'ensemble, c'est une crise qui est aussi multiforme. Et quand je vois Paris parler beaucoup plus de l'aspect humanitaire, là, c'est peut-être la particularité. Parce qu'au-delà de toutes ces organisations internationales qui interviennent dans la crise humanitaire, Paris veut aussi faire quelque chose. Donc là, quand je parle Paris, je sais voir Macron. Mais au-delà de la France ou soit de Paris, mais ce n'est pas uniquement la France ou les Togo, nous avons également les États-Unis, les Qatar, l'Union européenne qui essaie un peu de jouer les rôles de médiation entre le Rwanda et la RDC. Oui. Je ne pense pas, avec beaucoup d'acteurs de cette question des paix, il y a beaucoup de gens qui essaient un peu d'être de médiateurs autour de la question. Je ne pense pas que la multiplication de ces acteurs-là ne peuvent pas créer, ne peuvent pas compliquer un peu donc ne peut pas compliquer les choses pour trouver une solution concrète et durable. Oui et non. Oui, dans la mesure où il y a plusieurs initiatives. Et même le président Félix Tshisekedi lui peut le dire mieux que moi. Doha, Washington, Paris, Luanda, Nairobi. Il y a une autre capitale, je crois, si je ne m'abuse. Ça fait déjà, si on peut aller dans ce sens, ça fait presque 5 processus. Parce que la conférence d'hier à Paris,
Moi, je considère ça comme étant, comme étant un processus de paix aussi. Pourquoi? Parce que dans ces processus résultent des recommandations, n'est-ce pas? Des exhortations, surtout avec, comme on l'a dit, l'aéroport de Goma. Oui. Mais déjà, ça fait un processus de trop. Dans la mesure où Doha, c'est en cours, bien qu'il y ait des blocages, mais les partis doivent se focaliser au niveau de Doha. À Washington, là aussi, on est en train de travailler sur la mise en place effective de l'accord de Washington. Alors, au moment où les partis se mobilisent, donc le gouvernement congolais, le Rwanda et l'AFC M23, parce que ça fait 3 acteurs majeurs dans cette crise, exactement. Au moment où toutes ces parties se mobilisent, Paris vient encore avec une autre histoire. Et là, pour montrer que c'est contraire, ou disons c'est une autre chose qui n'a rien à voir peut-être avec ce que fait Doha, ce que fait Washington, Paris vient en élargissant ces processus au niveau régional. Alors je me pose la question, pourquoi s'éparpiller encore avec cet élargissement justement du processus jusqu'au dans la région des Grands Lacs, mais dans les buts d'obtenir une paix durable ou disons une solution durable, concrète, mais qui va s'inscrire à long terme, là je serais d'accord qu'on élargisse ça au niveau de la sous-région. Mais pour être précis et trouver des solutions à moyen terme, à court et moyen terme peut-être, il est aussi important que la RDC et le Rwanda s'attendent. Et puis cette question de l'AFC M23, parce que les gens peuvent dire l'AFC M23 est soutenu par le Rwanda. Mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que l'AFC M23 a réussi à montrer à la face du monde que c'est une part aussi importante à ces conflits. Et n'a rien à voir avec le Rwanda. Et voilà pourquoi le gouvernement congolais se retrouve aujourd'hui dans l'obligation de trouver un compromis avec l'AFC M23 au niveau des Doha. Donc dans l'ensemble, c'est Paris qui est en train encore de réveiller les choses, d'embrouiller les gens pour justement se positionner sur le plan diplomatique. Parce que ne vous en faites pas, Paris c'est parmi les grandes puissances du monde et toute puissance veut aussi être à la base d'une initiative de paix. Voilà pourquoi aujourd'hui les Américains se focalisent beaucoup plus sur la crise en RDC, la crise en Ukraine, la crise aussi dans les Gaza. Vous voyez? Alors, de l'autre côté, vous allez voir des pays comme la Russie aussi vouloir jouer un rôle important dans la crise entre Israël et les Hamas, justement dans la crise au niveau du Moyen-Orient. Même la Chine, tous ces pays. Mais aujourd'hui, dans toutes les crises, vous voyez, au niveau international surtout, c'est Doha qui joue une grande partition soutenue, bien sûr, par les Américains. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu ça, c'est un pari. Donc, je comprends bien, avec tous ces pays-là, les États qui sont en train de vouloir jouer les rôles de médiation. Donc, il y a un intérêt caché derrière ce qu'ils veulent faire. Ne vous en faites pas, il y a toujours un intérêt. Comment? Le Qatar ne peut pas venir s'impliquer dans la crise en RDC, faire tout pour qu'il y ait la solution sans pour autant trouver, profit dans ça. Au même moment, les Américains aussi, ne vous en faites pas, ont intérêt que la paix soit là, parce que les Américains veulent investir en RDC, les Américains collaborent avec le Rwanda pour plusieurs matières aussi précieuses. Voilà donc, l'idée pour les Américains, c'est de trouver cette paix pour faire bien le business. C'est aussi le cas pour le Qatar. Le Qatar a investi beaucoup d'argent au Rwanda, et le Qatar, si une fois la région n'est pas stable, il est en train de perdre aussi. Voilà donc, il y a de l'intérêt de part et d'autre. La France a aussi de l'intérêt dans ce qu'elle est en train de vouloir nous amener. Vous voyez donc les Français mobiliser 1,5 milliard de dollars. Les intérêts de la France restent encore cachés. On ne sait pas encore réellement c'est quoi leur intérêt. La France a aussi de l'intérêt, ne vous en faites pas, parce que sur le plan investissement, la France joue un grand rôle. Mais c'est sur le plan diplomatique où elle arrive à apaiser. Et c'est peut-être le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a toujours des soucis sur le plan diplomatique. La France ne s'impose pas. Moi, même quand j'ai écouté le ministre français des Affaires étrangères, je crois que c'est Jean-Noël Barrot, il n'est même pas convaincant en l'écoutant. On lui pose la question, quelles sont les garanties que vous avez, la France, les garanties que vous, comme France, vous avez pour nous rassurer que l'aéroport de Goma, les corridors humanitaires, sera opérationnel. Mais lui-même, il nous renvoie, nous, la France, tous les partenaires à Doha et à Washington.
Alors pourquoi créer une initiative tout en sachant que vous n'avez pas de garantie d'un aboutissement aussi meilleur? Alors, c'est il y a forcément encore une fois embrouiller les gens inutilement. Et lors de cette conférence, il y a plusieurs personnes qui ont intervenu, notamment le président français Emmanuel Macron, mais aussi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui essaie un peu de mettre la RDC au cœur des enjeux mondiaux. Notamment, il a parlé, le président de la République a soumis 3 requêtes majeures aux représentants des États et organisations présents à la conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs tenue à Paris. Premièrement, le chef de l'État a appelé à l'ouverture immédiate de couloirs humanitaires sécurisés et garantis afin de permettre l'acheminement urgent de soins, de la nourriture, de l'eau, mais aussi des abris et d'un accompagnement psychologique aux populations piégées par les violences. Il a également insisté, il a dit, je le cite, « Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour secourir nos compatriotes pris au piège de combat. » Il a vraiment insisté sur ce point-là. Alors, l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'ouverture de couloirs humanitaires sécurisés montre l'ampleur de la crise dans l'Est de la RDC par rapport à ce que les gens vivent ici à l'Est. Alors, je suppose vraiment que la communauté internationale est réellement prête à garantir ces couloirs alors que la situation sécuritaire reste dominée par des intérêts. Nous avons des intérêts politiques, des intérêts monétaires, soit économiques, je ne sais pas trop. Donc, tu penses réellement que c'est ça? En tout cas, la communauté internationale, comme vous l'avez dit, elle est aussi divisée, tenant compte aussi des intérêts. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la communauté internationale, c'est aussi un monstre à double ou voire même triple tête. Parce que c'est un concept d'abord vide. Est-ce que vous avez un jour vu un document où on signe communauté internationale? La communauté internationale n'a pas de personnalité juridique. Voilà pourquoi il faut à un certain moment se méfier de cette communauté internationale. En parlant de la communauté internationale, là, on peut voir la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, je ne sais pas, les Qatar. Voilà. Alors, si on veut un tout petit peu mettre tout ça dans un ensemble, on appelle ça maintenant communauté internationale. Mais, à la ligne où vont les choses aujourd'hui, c'est qu'on a tout d'abord une crise qui a tiré et qu'on n'arrive pas à aborder des questions, on n'arrive pas à s'attaquer aux causes profondes du conflit. Pourquoi cette crise a duré, a pris toutes ces années? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'attaquer, justement, comme je suis en train de le dire, aux causes profondes. Quand je parle de causes profondes, je ne suis pas ici en train de vouloir dire, ou disons, de vouloir parler des causes profondes évoquées par la FCM23. Les causes profondes, c'est lié à l'économie. Cette crise, elle est aussi économique. Voilà pourquoi les Américains pensent que, avant de parler économique, on retrouve d'abord cette paix durable. Et là, on associe la RDC et le Rwanda. Ce qui est bon déjà. Parce que les gens voulaient tout simplement que cette question, sur le plan économique, soit abordée entre la RDC et les États-Unis seulement. Mais le Rwanda aussi a un rôle à jouer. Parce qu'on accuse tous les jours le Rwanda comme étant ces pays qui viennent de la République démocratique du Congo, piller nos ressources naturelles et aller jouer aux commissionnaires au niveau international. Alors, pour mettre fin à ça, qu'on associe aussi les Rwandais dans ces processus. Voilà pourquoi à Washington, ça évolue bien. Mais il y a aussi un préalable aussi présenté par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a récemment refusé que la RDC signe les cadres, je crois, économiques avec les Rwandais, où on devrait échanger certains aspects, conditionnant cela par les retraits de troupes rwandaises de la RDC. C'est ce que le président Félix Tshisekedi avait dit. Et ça bloque même aujourd'hui, ça continue de bloquer la mise en place effective de l'accord de Washington. Bien qu'on évoque aussi la question des FDLR, mais l'aspect économique aussi constitue un blocage. Parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver un compromis si les Rwandais peuvent retirer ce qu'il appelle comment dire, les mesures de défense qu'il avait mises en place, ou même d'autres aspects qui interviennent. C'est un peu ça. Mais Jenny, si on comprend bien, c'est-à-dire, même si on fait appel à l'organisation internationale, si je peux le dire, voilà, nous avons par exemple l'ONU. Donc, il faut d'abord remédier au problème qui est vraiment profond avant de faire appel aux organisations internationales. Aucune organisation aujourd'hui, ça je vous l'ai dit, n'est en mesure de s'attaquer aux causes profondes. Même l'ONU, d'ailleurs l'ONU elle-même, elle est impuissante dans beaucoup de conflits. Dites-moi quel est le rôle de l'ONU dans les conflits, c'est que l'apport de l'ONU plutôt dans les conflits dans le Moyen-Orient.
Israël-Palestine, tout ça, Hamas. Bon, ça reste à voir. En Ukraine, qu'est-ce que l'ONU a fait? Qu'est-ce qu'elle a réussi à obtenir aussi comme résultat? Rien. C'est le même problème aussi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des résolutions ont été même formulées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais toutes ces résolutions ne sont même pas suivies à la lettre. Donc l'ONU ne représente plus grand-chose. Mais c'est juste là un organe aussi protocolaire. Chaque septembre, on se retrouve à l'ONU, les chefs d'État viennent, font des discours, et ça s'arrête par là. Mais l'ONU ne joue pas un grand rôle aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je suis plutôt d'accord avec ce que fait les États-Unis. Ça, je l'ai dit. Avec ce que fait le Qatar, parce que c'est peut-être... Mais les États-Unis, oui, les États-Unis font de bonnes choses, comme vous venez de le dire, mais il y a des intérêts là-dedans. Et si les États-Unis font de très bonnes choses, comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai. Mais alors, il va falloir chercher la source du problème pour que les États-Unis puissent vraiment trouver une solution durable pour Voilà pourquoi je parle des causes profondes. Alors, vous pouvez peut-être me demander, vous parler des causes profondes. Quelles sont ces causes profondes? Bon, c'est ça. Vous pouvez nous donner ces causes profondes parce que... Oui, quelles sont les causes profondes? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les causes, quand on parle des causes profondes, elles sont sécuritaires, économiques et politiques. Je commence au niveau politique. Mais les Congolais ne s'accordent pas sur certains points. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, ça c'est vrai. Mais des points principaux, par exemple. Sur le plan politique, tout d'abord. Comment expliquer qu'après un cycle électoral, les gens viennent avec un discours de vouloir changer la Constitution. Mais là, vous fâchez les gens politiquement. Vous voulez changer la Constitution pour l'adapter à votre propre volonté. Et là, vous allez voir les gens s'éterniser encore au pouvoir. Ce qui n'est pas bon. Par exemple, moi, je n'ai jamais été d'accord au glissement que Kabila avait obtenu entre 2016 et 2018. Je n'ai jamais été d'accord. Kabila allait justement organiser les élections en 2016 et partir, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais été d'accord pour ces glissements. Tout comme je ne suis pas d'accord aujourd'hui qu'on nous dise que Félix Tshisekedi va mettre en place une commission pour étudier les changements probables de la Constitution. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Et ça, je vous assure, ça crée même c'est parmi les causes profondes de ces conflits. Bien que les gens peuvent considérer ça comme étant la crise, disons, l'avènement ou même, comment dire, la recrudescence, n'est-ce pas, de l'AFC M23 qui refait surface de manière active en décembre 2021. Bien avant, là, les chefs d'État ne parlaient pas de changer la Constitution. Exactement. Mais cette question est venue aussi pendant la crise et ça fait à ce que la crise trouve une dimension politique. Deuxième dimension, là on parle de la dimension sécuritaire avec le Rwanda. Et là, je vais plutôt m'adresser à nos compatriotes. Il faut éviter ce que moi j'appelle la rwandophobie. Pourquoi on a perdu Rwanda? Même le Rwandais, juste les citoyens du Rwanda, le Rwandais, on a peur d'eux même ici, partout. Pourquoi on a perdu Rwanda? En quoi les Rwandais constituent pour nous un danger? C'est parce qu'à un certain moment, sur le plan organisationnel, la RDC n'arrive pas aussi à emboîter les pas de certains pays. Restons tout simplement en Afrique. La RDC n'arrive pas à bien décoller sur le plan organisationnel et on est juste là en train de voir les pays qui émergent et puis on dit non, ces pays émergent parce qu'ils sont en train de nous piller. Alors pourquoi ces pays viennent nous piller? Quels sont les garde-fous que nous mettons pour que ces pays n'entrent pas chez nous pour nous piller? Quels sont ces garde-fous? Qu'est-ce que nous mettons en termes de politique de défense pour empêcher au Rwanda de venir piller la République démocratique du Congo comme les gens le disent? Pourquoi? Pourquoi nous restons toujours là en train de dire matin, midi, soir, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais? Mais ça change pas. Depuis 96, c'est le même discours, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. Mais les pays restent dans la même situation. Alors, à un certain moment, il faut se mettre au-dessus de tout ça, de toutes ces considérations régionales et aller au-delà. À l'interne d'abord, la République démocratique du Congo est appelée, et là j'interpelle les politiques, on est appelé à mettre un État bien organisé, instaurer un État bien organisé dans les pays.
Le gouvernement, oui, c'est le premier responsable, mais le peuple, j'espère qu'il a un rôle à jouer. Quand je parle du peuple, ça veut dire comment on arrive à Moi, je me suis posé une question en voyant les images, tout ce qui se passe en Tanzanie aujourd'hui. Je me suis dit, mais quelle est la souffrance que les Tanzaniens ont déjà vécu une souffrance aussi grande que celle que les Congolais vivent durant toutes ces années. Pour que les Tanzaniens prennent le courage de dire non à la présidente Samia Suluhu Hassan. Les Tanzaniens s'élèvent. Au niveau du Madagascar, vous savez pourquoi le président a été aussi, je peux dire, invincé? Vous savez pourquoi? À cause de l'eau et de l'électricité. Des bases solides pour renverser. Mais Jenny, moi je pense que quand tu parles... Je vais y arriver. Attendez, je vais y arriver. Là, les Malgaches ont réussi à faire partir le président. Mais nous, on a beaucoup de problèmes. Je ne suis pas en train de demander aux Congolais de faire partir le président Félix Tshisekedi. Parce que les problèmes datent de longtemps. Même avant le président Félix Tshisekedi. Mais les Congolais, nous sommes toujours là, en train d'observer. Mais c'est qui est là? Moi, je pense que le seul responsable, c'est les gouvernements. Non, c'est pas on se focalise plus que les gouvernements. Quand en face, vous avez un gouvernement qui ne répond pas aux exigences, d'ailleurs les exigences populaires ne sont pas là, mais vous avez en face un gouvernement qui n'est pas en mesure de répondre aux obligations qu'il a envers les peuples. Qu'est-ce que le peuple doit faire? C'est au peuple d'être beaucoup plus exigeant pour pousser le gouvernement à être aussi redevable. Donc peut-être mais chez nous, c'est pas le cas. Bon, on dit toujours que ce qui est sûr, le RDC, c'est un pays démocratique, donc il n'y a pas la démocratie au Congo. Non, je ne peux pas dire s'il n'y a pas la démocratie. On a une démocratie. Parce que si le peuple refuse de se lancer pour, par exemple, faire des manifestations, vouloir gréver pour certains cas, mais le peuple le faisait au Kabila. Mais c'est... Rappelez-vous. Bon, ça dépend. Kabila, peut-être, lui, c'était un peu différent par rapport à Félix Tshisekedi. Donc, il y a peut-être la dictature qui est cachée derrière ça. Loin de moi, je ne peux pas dire s'il y a une dictature. Il y a, c'est vrai, certaines dérives qui vont dans le sens d'une dictature, quelques dérives, mais ce n'est pas une dictature au vrai sens. Mais on est dans un pays démocratique. Les gens s'expriment comme nous le faisons ici. Si nous étions dans une dictature, on ne peut même pas tenir des propos comme nous les faisons maintenant là. Alors, c'est vrai, il y a des dérives. Et nous décourageons tous ces dérives qui s'expriment dans le sens dictatorial. N'est-ce pas? Mais les peuples, qu'est-ce que le peuple congolais fait? Est-ce que le peuple congolais est exigeant envers les autorités? Parce qu'à un certain moment, quand vous voyez les autorités aussi dormir et n'arrivent pas à répondre aux besoins de ces peuples, mais le peuple doit pousser ces autorités, doit les réveiller. Je ne suis pas en train de dire ici que le peuple renverse les autorités, non. Mais soyons exigeants pour pousser les autorités à faire quelque chose. Là, c'est une dimension aussi très importante. Mais comme je parlais des causes profondes, donc il y a aussi une responsabilité populaire, vous comprenez? Une responsabilité populaire et une... Mais la responsabilité qui compte beaucoup plus, c'est la responsabilité gouvernementale. Populaire. Jenny. C'est la responsabilité populaire qui compte beaucoup. Pourquoi? On dit que le peuple est souverain. Le peuple décide de tout. Exactement. C'est le peuple qui, si on a l'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui, bien que les gens peuvent dire les élections n'ont pas été organisées comme on les voulait. Mais pourquoi le peuple a accepté des élections mal organisées comme celle-ci sans rien dire? Donc, les peuples ayant accepté cela, les représentants que nous avons au niveau du Parlement, n'est-ce pas? C'est l'émanation de la population. Si les députés se comportent mal dans l'hémicycle, c'est la population qu'on voit. Nous allons parler de la Ces représentants sont ici de cette population. Voilà pourquoi moi j'insiste en disant le peuple a une grande part plutôt des responsabilités. Il faut dire aux téléspectateurs ce qu'ils doivent faire. Vous avez une grande part des responsabilités dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme crise. Alors, sur le plan sécurité, c'est vrai, c'est aussi régional. J'ai parlé ici, on acquise tous les jours les Rwandais. Ok, je vais bien, mais jusqu'à quand on va acquiser les Rwandais? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on ne peut pas aussi changer des narratifs au lieu de rester tous les jours Rwanda, Rwanda, Rwanda? Parce que c'est de moi, je ne suis pas en train de défendre les Rwandais, non. Mais je dis ceci, les Rwandais qui est là doit se sentir aussi menacé, être en face d'un État bien organisé. D'un État bien organisé. Et si on est bien organisé, ne vous en faites pas, que ce soit les Rwandais.
le Burundi, parce que les Burundais aussi Comme vous allez dire que le Rwanda doit aussi se sentir en face d'un État bien organisé. Alors, la responsabilité là de pouvoir faire ce que le Rwanda se sente ainsi, tu l'attribues à la population, soit au gouvernement? Là, d'abord, comme je l'ai dit, le peuple a une grande part de responsabilité. Permettez, le peuple congolais a une part importante dans tout ça. Mais le gouvernement a aussi sa responsabilité, parce que c'est le gouvernement qui engage les pays partout dans des rencontres diplomatiques, dans des sommets de haut niveau. Le gouvernement engage les peuples. Mais si un dirigeant, vous constatez, vous, peuple congolais, qu'il a pris une décision qui ne vous concerne pas, qui ne raconte pas votre volonté, qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez jouir sans pour autant mettre pression. Je ne suis pas ici en train de dire les remplacer, mais faites des manifestations responsables qui vont même pousser ces dirigeants à se ressaisir. Est-ce qu'on les fait? Non. Depuis que c'est dit au pouvoir, dites-moi une manifestation de grande envergure. À part les manifestations qu'on avait vues contre la MONUSCO ici à Goma. À part. Mais quand même, les Gomatraciens s'étaient révoltés par rapport. Mais quand même, parce que c'est la MONUSCO. Tout en sachant que la MONUSCO est la République démocratique du Congo, parce que le gouvernement congolais l'autorise, indirectement ou directement. C'est le gouvernement congolais, si Tshisekedi dit aujourd'hui, fini le mandat de la MONUSCO dans mon pays. Il s'impose. En dépit de tout ce qui peut sauter sur lui, mais il s'impose parce qu'il a prêté serment. Et prêt à se sacrifier justement pour la République démocratique du Congo. S'il s'impose, vous pensez que la MONUSCO restera là? Donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une irresponsabilité à deux niveaux. Côté gouvernement et côté population. Ça, je l'ai dit en martelant. Je pense que la population est en train de composer. Nous allons essayer un peu de lire les commentaires. Il y a M. Banza qui vient de dire bonjour. Est-ce que Kigali a quel objectif dans l'affaire de la réouverture de notre aéroport? Nous allons y arriver. Mais aussi, il a posé une autre question. Est-ce que Kigali peut prendre une décision dans une affaire congolaise? Bon, en tout cas, Kigali ne peut pas prendre une décision. Parce qu'il pose la question de vouloir si Kigali peut prendre, n'est-ce pas, une décision. Kigali ne peut pas prendre une décision. Mais Kigali étant parmi les acteurs régionaux de cette crise, a un mot à dire, mais pas décider sur ce qui doit être fait en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi. Bon, si vous le permettez, parce que sa première question, il voulait savoir... si, est-ce que Kigali a quel objectif dans cette affaire pour la réouverture de notre aéroport? Donc certainement, c'est un Congolais. Alors, l'aéroport congolais. Oui, l'aéroport de Goma. Oui, là, Kigali, j'ai suivi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Il a parlé, il a dit ceci. Cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas... Donc, le cadre n'est pas approprié où on peut discuter, pour discuter de cette question. Tout en disant que c'est mieux de les faire à Doha et à Washington. Voilà, je connais dans le même contexte là, dit, je suivais le ministre des Affaires étrangères rwandais dire qu'il faut rentrer au Qatar. Il voulait dire quoi par là exactement? Au Qatar, dans le même contexte. Pourquoi il a dit au Qatar? Alors, c'est vrai, je ne suis pas aussi content, je dois le dire, de voir les ministres rwandais intervenir sur cette question, mais il le fait parce que on constate qu'il y a des dérives. Il y a des choses sur lesquelles on devrait justement se focaliser bien avant d'insister aussi sur une conférence de paix. Parmi ces questions, l'AFC M23 contrôle la ville de Goma, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas parler de la réouverture de l'aéroport de Goma sans pour autant associer les gens qui occupent Goma. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, on doit aussi associer l'AFC M23 par rapport à cette question. Voilà pourquoi. Si je comprends bien ce que le ministre rwandais a dit, c'est à Doha où il y a des discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Exactement. Et à Doha, c'est l'endroit approprié pour discuter de cette question. Donc, tout ce qui a été discuté, et même le ministre français des Affaires étrangères l'a dit, ils ont pris des initiatives, ils ont pris cette initiative, mais ils sont obligés de coller ça à Doha et même à Washington pour aussi ne pas justement connaître des difficultés sur terrain, et les corridors humanitaires qu'ils voulaient mettre en place risqueraient aussi de ne pas aussi voir les jours. Alors si vous voulez que ces corridors soient bel et bien là, il faut associer aussi l'FCM 23, parce que c'est l'FCM 23 qui contrôle Goma. Tout comme
On ne peut pas parler de la réouverture de l'aéroport de Goma sans pour autant associer le gouvernement congolais. Mais la RDC, avec la souveraineté, le gouvernement congolais a aussi un mot à dire. Parce que lorsqu'Emmanuel Macron est en train de dire... C'est un aéroport qui est toujours dans la responsabilité de la régie des voies aériennes. Exactement. Mais lorsqu'Emmanuel Macron était en train de dire 1,5 milliard de dollars de promesses de financement et réouverture de l'aéroport de Goma aux voies humanitaires légères. Donc, il fallait vraiment faire appel à l'FCM 23 par rapport à cela. Parce que déjà, nous savons que le Rwanda soutient l'FCM 23. Bon, soutenir l'AFC M23, là, bien sûr, c'est selon les rapports des experts des Nations Unies. Il faut toujours insister sur ces points pour ne pas apparaître comme si nous prenons déjà position dans ces conflits. Donc, déjà, à Doha, c'est l'endroit idéal. Paris, tout ce qu'il a fait, mobiliser les fonds, mais il faut toujours aussi associer ces processus avec celui de Washington, ou même plutôt de Doha. Voilà pourquoi moi je considère ça comme étant un processus de trop. La France, si elle veut jouer un grand rôle, elle devrait tout simplement s'associer aux médiateurs qataris ou même aux Américains, mais ils veulent aussi être à la base d'une initiative qui peut-être pourrait aboutir à une paix durable. Mais celle de Paris, je vous assure, ne rassure pas. Voilà, toujours dans l'angle où le président a placé des requêtes par rapport à cela. Nous avons parlé de la première des choses. Deuxièmement, Félix Tshisekedi a plaidé pour un soutien financier additionnel, ciblé et prévisible, destiné à répondre aux besoins vitaux, la santé d'urgence, la sécurité alimentaire, les abris pour les déplacés, la protection des survivantes des violences sexuelles et l'accès à l'eau potable. Il a insisté sur ce point. Ce financement, a-t-il précisé, ne doit pas être perçu pour une aide ponctuelle, mais comme un investissement stratégique pour prévenir l'effondrement humanitaire d'une région essentielle à la stabilité du continent africain. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Un bon discours sur le plan humanitaire. Moi, je crois qu'il a dit c'est que nous pensons tous, justement, parce que quand on parle d'une aide humanitaire, la première des choses, c'est qu'on doit se rassurer qu'il y a un corridor. On n'est pas aussi connaître des défis à ce niveau-là. On doit se rassurer, ok, de ce côté, ça va, l'acheminement de cette aide ne va pas aussi poser problème. Donc, on doit en tout cas le faire. Et sur ces points, moi, je crois que le président Félix Tshisekedi, il a dit ce qui est important. L'aide humanitaire, on doit aussi être acheminé et arriver à destination, donc aux bénéficiaires. Exactement. Et là, j'interpelle aussi le gouvernement congolais. Parce que vous allez voir les gens se mobiliser encore à Kinshasa pour constituer des commissions. Et pourtant, j'espère qu'avec Paris, ça va se faire avec des organisations peut-être internationales. Là, on va pas, peut-être, ou même, il y a quoi encore? PAM, par exemple, donc les organisations de l'ONU, les agences. Là, l'ONU peut jouer bien ces rôles-là. Parce qu'en parlant de l'humanité, là c'est quelque chose de très important. Là, ils peuvent jouer ces rôles-là. 1,5 milliard, c'est colossal. Hein. Ça, c'est les budgets. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est les budgets annuels de la MONUSCO. Donc, c'est très important et qu'on y aille avec beaucoup de sérieux et éviter encore une fois ces Congolais de mauvaise foi, ces Congolais qui vont encore une fois venir pour dire non, pour s'imposer dans des commissions et chercher à trouver encore à détourner de l'argent. Il faut faire attention avec ça. Et quand il était en train de parler d'un investissement stratégique, voilà, c'est ça aussi. Un investissement stratégique, donc vous investissez cet argent pour les victimes et que ça soit au profit des victimes. Donc, qu'on évite justement cette catastrophe humanitaire qui s'installe en République démocratique, qu'on y mette fin. C'est dans ce sens-là qu'il parle d'un investissement stratégique. Au lieu de venir avec un investissement juste des façades où les gens vont se taper des millions, tout ça. Et puis les victimes vont continuer à souffrir, comme c'est le cas. Parce que dans ces pays, depuis que ces guerres existent, ne vous en faites pas. Il y a toujours des investissements. Mais ces investissements sont stratégiques. Voilà pourquoi il y a toujours des catastrophes humanitaires. Vous rappelez-vous des conditions vitales de nos compatriotes dans les sites des déplacés. Et pourtant, il y a des fonds qui étaient mobilisés pour ces gens-là. Mais utilisés de manière aussi irresponsable. Donc, à un certain moment, quand les chefs de l'État, et là, j'aimerais qu'il incarne ça en pratique,
Au lieu de les dire tout simplement, parce que dans les dire, il les fait bien, mais pratiquement, il doit aussi bien se concentrer sur ces points-là. Donc, un investissement stratégique du gouvernement congolais, le gouvernement congolais doit jouer aussi un grand rôle, mais également de tous ses partenaires internationaux. Voilà, ici, nous essayons un peu de lire aussi les commentaires. Nous avons Joël Kalamboni, mais tous étaient présents, les représentants du Qatar et les États-Unis, ah oui. Théo Kapambo, donc pour toi, tu crois que la ville de Goma appartient aux rebelles de l'FCM 23? Ces gens-là sont des valeurs pour France si c'est une question de l'humanité? Non, la FCM 23, je ne dis pas que la ville de Goma appartient à la FCM 23, tout comme la ville de Goma n'appartient pas au gouvernement congolais. Mais la ville de Goma appartient à la République démocratique du Congo. Exactement. Alors, qui contrôle Goma aujourd'hui? C'est la FCM 23. C'est la FCM 23. Donc, vous pensez que vous allez discuter de l'aéroport de Goma sans pour autant demander aux gens qui contrôlent Goma. Ou vous voulez encore créer des catastrophes ici, à l'aéroport. C'est eux qui contrôlent Goma. C'est eux qui sont à l'aéroport de Goma. Donc, il faut aussi les associer. Je ne suis pas ici en train de dire que la ville de Goma appartient à la FCM 23. Pas du tout. Mais revenons aussi encore à Banza qui dit... mon frère, notre constitution ne détermine pas nos frontières. Kabila avait balkanisé les pays à longtemps. Ça, on revient encore en arrière. Attendez, moi je sais tout simplement que la RDC compte 2 345 409 km². Et je pense que Banza essaie encore de te dire que non. Aujourd'hui, les gens font leur marche pacifiquement. Donc, où ça? C'est ce qu'il est en train de dire, certainement dans sa région. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes dans quelle ville exactement? Parce qu'on est un peu perdu. Si vous êtes par exemple à Kinshasa, on fait des marches pacifiques? Non, des marches de soutien peut-être. Mais est-ce que vous avez vu les Kinois? Attendez, est-ce que vous avez vu un jour les Kinois se réveiller pour dire il n'y a pas d'électricité, manque d'eau, des inondations et le gouvernement n'arrive pas à faire l'essentiel? Aujourd'hui, nous parlons du taux d'échange, n'est-ce pas? Les Congolais souffrent avec ces taux. Mais est-ce que vous avez vu un jour les gens se réveiller pour dire quand même non, tout ça, pacifiquement, j'ai dit bien. Mais Banza revient encore, Ouvira, les gens ont marché contre le général Gassita. Qu'avez-vous à dire? La marche au niveau d'Ouvira contre le général Gassita, oui. Mais là, on a organisé une marche parce qu'il y avait aussi les Ouazalendo contre le général Gassita. Et je peux dire, cette demande a trouvé une réponse favorable de la part des autorités. Ça c'est tout à fait normal. Mais c'est le seul problème que nous avons ici. Ok, les gens ont marché contre le général Gassita. Et peut-être il peut dire, c'est ce qui fait à ce qu'Ouvira ne tombe pas. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il y a une sécurité totale au niveau d'Ouvira. Mais déjà, j'aimerais que le peuple soit aussi exigeant, envers surtout nos autorités. Le peuple, oui, une frange de la population a été exigeant pour que le général Gassita quitte Ouvira. Il n'est pas là, donc il ne travaille pas à Ouvira. C'est une victoire de cette frange de la population. Mais il y a aussi d'autres qui se sont levés pour dire non, là, les gens sont en train de jouer une mauvaise carte pour le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, lui, qui prône les vivre ensemble, parce que cette question des général Gassita a été aussi exploitée de diverses manières. Il y a des gens qui disaient, voilà, c'est que nous disons, il y a des communautés qui sont marginalisées, donc les gens ont exploité ça de cette manière. Et là, ce n'était pas aussi une bonne carte qu'on était en train de faire jouer au président Félix Tshisekedi. Mais quand même, le peuple, ces jours-là, a été attendu. Voilà, Banza, en tout cas, il a raison. Il y a aussi Baron. C'était Banza? Oui, Banza, exactement. Okay. Et puis, il y a aussi Baron Mukendi qui dit depuis Mbujima, Mbotendeko. Bonjour mon frère, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes en train de chuter. Alors, nous sommes en train d'aller vers le deuxième sujet que nous avons évoqué au début, qui est ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale. Alors, avant de finir, Jenny, est-ce que tu peux dire un mot de la fin par rapport à la conférence qui s'est déroulée à Paris? La France veut plutôt aussi peser sur le plan diplomatique dans tous ces conflits qui se passent au niveau mondial. Mais elle n'y arrive toujours pas. La France d'Emmanuel Macron, elle n'y arrive pas. Alors, avec la crise en République démocratique du Congo, c'est le cas. C'est ce que la France est en train de chercher. Alors, jusque-là, vous-même, vous avez constaté les premiers échecs. On demande à la France quelles sont les garanties que vous avez de la réouverture de l'aéroport de Goma. Mais ils vous disent non, avec le processus de Doha, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils sont limités. Oui, vous pouvez mobiliser cet argent, mais l'aide humanitaire pour qu'elle arrive à Goma, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le corridor? Comment vous allez faire pour mettre ces corridors? La France, elle n'est pas
Merci à beaucoup. mesure de les faire. Voilà pourquoi il faut toujours associer ça à Dubaï Alors, et à Washington. les intérêts, on saura peut-être après, donc on ne sait pas, on n'est pas encore sur Jenny. Alors, nous sommes en train d'aller sur ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale, où la majorité parlementaire a désormais son candidat officiel pour la présidence de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'Aimé Bodji Sangara, député élu de Walungu dans les Sud Kivu et ancien ministre d'État à l'Industrie. Sa désignation comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation a été annoncée ce mercredi 29 octobre 2025 par André Mbata, secrétaire permanent de cette plateforme politique. Selon André Mbata, ces choix résultent d'un consensus autour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, voilà. Et les 11 autres prétendants ont été invités à se rallier à cette candidature censée succéder Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, démissionnaire à la tête de la Chambre basse du Parlement. Mais cette désignation ne fait pas l'unanimité. Plusieurs élus de la majorité dénoncent une démarche imposée. Alors, Jenny, qu'avez-vous à dire sur ce point-là? Bon, l'Assemblée nationale, dans ces pays, franchement, il y a des choses qui se passent hein, et on se demande, en fait, qu'est-ce que nous avons fait du mal pour mériter tout ça? En choisissant un candidat unique pour la présidence. Et puis, parce qu'il y avait 12 candidats, il y avait Mbosso, il y avait plusieurs en tout cas, mais on a uniquement choisi Aimé Bodji. Et là, c'est le président qui a choisi. Et c'est le président de la République qui a choisi. Alors, en les choisissant comme ça, comme candidat unique pour la présidence de l'Assemblée nationale, le président Tshisekedi ne donne-t-il pas l'impression d'imposer un parti pris, si je peux le dire ainsi, au sein de la majorité, au détriment du principe de vote? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que voilà, c'est comme des partis pris que le président a essayé un peu de... Tout d'abord, au niveau de l'Union sacrée, ce qui est, donc, dans ces processus, ce qui est d'abord légitime, ou disons ce qui est bien fait d'abord, c'est le fait de rester toujours dans l'Union sacrée. Là, je parle du choix sur Bodji. Le choix du président Félix Tshisekedi sur Bodji. Bodji, de l'INC, jusque-là, il est de l'INC, il faut le dire. Oui, exactement. Bien que désigné, mais sans pour autant. Donc, ce n'est pas le choix direct de l'INC. Aujourd'hui, l'INC se retrouve dans l'obligation d'entériner cela, parce que le chef a décidé qui est Kamerhe pour dire non. Voilà. De l'autre côté, vous avez, là, je parle de la manière de bien les faire. Vital Kamerhe, qui est de l'Est, l'espace Kivu, il fallait quand même les remplacer par quelqu'un d'autre de l'espace Kivu pour jouer avec la géopolitique, l'équilibre géopolitique. Ils sont tous du sud Kivu. Ouais, pour éviter des frustrations. Là, c'est bon. Mais la manière de les faire. Et là, je suis en train de suivre les agitations au niveau des pétitionnaires. C'est là qui sont à la base de la chute de Vital Kamerhe. Ils avaient aussi leurs candidats. Exactement. Crispin Bindoulé, l'élu de Butembo. Mais il y a plusieurs élus de la majorité. L'initiateur de la pétition qui a vu Vital Kamerhe parti, il est aussi candidat. Mais on met le chef de l'État porte son choix sur Aimé Bodji Sangara. C'est bon, parce que là, c'est à l'interne de l'Union sacrée. Mais j'essaie un peu de faire une comparaison. Lorsque le chef de l'État avait constaté qu'il y a des candidats, et là c'est en 2024, qu'il y a 3 candidats de l'Union sacrée, tous ambitieux au poste du président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que le chef de l'État avait fait? Kamerhe, Mbosso, Bahati Lukwebo, le chef de l'État les avait laissés aller aux primaires pour que les députés départagent ces 3-là. Mais là, il avait 12. Au lieu de choisir même 3 kilomètres au primaire. Il a choisi qu'une seule personne qui aimait Bodji. Là, le président de la République peut faire les choix. Et puis, attendez, c'est très important. Mais lorsque c'était Kamerhe Mbosso, le chef de l'État avait dit non, je laisse la responsabilité aux députés. Mais là, il n'a pas laissé les choix aux députés. Il décide lui-même. Les gens peuvent dire non, ce n'est pas le même contexte. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est un message qu'on lance aussi à Vital Kamerhe. Il doit comprendre. Il doit comprendre. Et moi, je l'ai toujours dit. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, ce n'était pas le choix du président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi on a assisté à toutes ces turbulences. Tout ce temps qu'il a passé à l'Assemblée nationale, c'est parce que le chef de l'État ne voulait pas qu'il soit là.
S'il voulait que Kamere soit président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere ne passerait même pas aux primaires. Mais aujourd'hui, Tshisekedi veut que Boji soit président de l'Assemblée nationale. Il a décidé directement sans pour autant qu'il y ait alors qu'il y avait 12 candidats. Alors qu'il y avait 12. Il a choisi une seule personne. C'est interne, mais moi j'aimerais que les députés aussi, qu'on leur laisse cette latitude de décider. Parce que ça aurait été mieux de les laisser là, l'union sacrée majoritaire. Est-ce quelqu'un de l'union sacrée qui allait l'emporter? Ce n'est pas quelqu'un de l'opposition. Et les députés, parce que c'est leur choix, ça pouvait bien se passer. Boji à l'Assemblée nationale, il va connaître les dires avec ses députés. Comme il n'est pas ici, donc il ne reflète pas les choix des députés, il va souffrir. Non, parce que déjà, plusieurs élus de la majorité dénoncent une démarche imposée contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça crée des remous au sein des lits. Et ils réclament également un vote libre et transparent. Donc, ils sont contre la décision du président de la République. Mais qu'ils soient contre ou pas, le chef de l'État, lui qui est l'autorité suprême, je ne sais pas quel autre qualificatif je peux l'accorder pour montrer ce qu'il représente, sa suprématie au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive même aux orteils du président Félix Tshisekedi dans cette union sacrée. C'est lui le maître. Quand il dit ça, tous. Et puis certains députés comme par exemple Willy Mouchiki Bouini, lorsqu'il est en train de s'interroger sur l'opportunité de confier la présidence de l'Assemblée à un ancien membre du gouvernement. C'est ça. Donc tous ces députés qui sont là, on n'a pas trouvé cet oiseau rare qui peut remplacer Kamere pour aller le chercher au gouvernement. C'est ça, les députés, c'est une question fondamentale aussi, noble. Il peut se poser cette question, mais qu'il soit conséquent. Qu'il soit conséquent. Vous pensez que les Vital Kamere est parti parce que les députés ont voulu à ce qu'ils partent. Ces députés ont été instrumentalisés, ils ont été utilisés, comme ils ont été utilisés pour faire partir Kamere. Ok, voilà les retombées. Voilà les retombées. Et j'ai vu même Willy Michiki aussi être agité lorsqu'on voulait faire partir Kamere. Ok. Et aujourd'hui, il est encore agité, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme on dit à Lingala, bah supporter que Tinabango. Ils ont voulu que ça soit comme ça. Alors, qu'ils supportent. Ils vont vivre comme ça. Ils vont devoir supporter. C'est là que le débit. Attendez. Mais nous avons aussi de l'autre côté où Aimé Boji défend sa candidature en mettant en avant plus de 13 ans d'expérience parlementaire à un passage remarqué à l'exécutif. Donc, selon lui, il est en train de vouloir montrer quoi aux autres candidats? Parce que déjà, le président de la République l'a choisi lui. Et en essayant un peu de justifier sa candidature et les choix du président de la République pour être à la tête de l'Assemblée nationale, il est en train de mettre en avant plus de ses 13 ans d'expérience dans l'exécutif et tout. Bon, est-ce que ça suffit? Parlementaire. Bon, il y a quand même, bon, peut-être il peut bien gérer, mais en voyant les contextes dans lesquels nous sommes, et c'est à quoi l'Assemblée nationale est appelée à jouer un grand rôle, conduire les débats, tout ça, Aimé Boji, est-ce qu'il peut s'en sortir? Bon, je reste sur ma soif, hein. Jusque-là, je ne suis pas convaincu. Peut-être il peut nous surprendre, mais humainement, c'est un bon monsieur, mais avec tous ces clivages. Bon, avec les promesses. Au niveau de l'Assemblée nationale. Avec les promesses qu'il a données. Vous tenez compte des promesses des politiques. Parce qu'il a promis de diriger la Chambre basse avec assiduité et dans un esprit patriotique au service du pays. Bon, cela dit, tout le monde peut le dire. Même vous pouvez le dire. Mais est-ce que réellement, si on se pose des questions, est-ce qu'il peut les faire? Je ne sais pas. En tout cas, on verra. On verra, mais en tout cas, bon, ça reste à voir, parce que cette élection intervient dans un contexte où la session budgétaire de septembre, vu les problèmes du taux d'échange, par exemple, je pense qu'on se focalise beaucoup trop sur ça, alors qu'il y a encore des choses à... Aucune plénière. Par rapport à cela. En tout cas, nous sommes dans une session très, très importante, une session budgétaire. Il y a Kalonji qui dit bravo, moi ça me fait plaisir qu'il y a des Congolais qui commencent à comprendre la politique. Le Mouyaya, il nous a trompé longtemps. Donc, Patrick Mouyaya, il a longtemps trompé Kalonji. Il a dit que non. Ça lui fait plaisir de voir qu'il y a des Congolais qui commencent à mieux comprendre la politique congolaise. Car le Mouyaya, ou soit Patrick Mouyaya, qui nous a trompé longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, il y a ces Congolais-là et d'autres. À Kinshasa, par exemple, qui ne peuvent pas émettre tous ces points de vue. Parce que si vous dites ce qui est contraire avec la façon de voir du gouvernement congolais, vous savez, on traite des Rwandais. On dit que vous n'êtes pas Congolais, vous n'êtes pas patriote. Pour être patriote aujourd'hui dans ces pays, il faut accepter tout ce que le gouvernement dit.
Et pourtant, moi, je l'ai toujours dit, quand on se contredit entre nous, on essaie un peu que chacun vienne avec son point de vue. C'est dans les chocs d'idées où jaillit la lumière, n'est-ce pas? Il y a vraiment la contradiction. Mais quand nous parlons, attendez, mais quand nous parlons les mêmes langages, j'ai dit, il y a le même langage dans quelle mesure, il y a un ça ne va pas. Mais nous tous, nous allons dans une seule direction pour dire ça ne va pas parce que. Mais depuis qu'on a commencé avec ça, qu'on a commencé à traiter les autres des Congolais de mauvaise qualité, ça même les termes qu'on utilise, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qu'on a gagné? Bien, voilà pourquoi, quand je vois que des Congolais commencent à comprendre, c'est bon. Voilà, et bon, comme nous sommes en train de mettre fin à cette émission, mesdames et messieurs, et comme Aimé Bondi a promis de conduire l'Assemblée nationale avec assiduité, tout en restant dans les patriotismes, si je peux le dire ainsi. Il a dit avec assiduité et dans l'esprit patriotique au service du pays. Je pense que, attendons voir, comme Jenny l'a dit, et voir si ces promesses vont vraiment tenir. Parce que côté promesses, les Congo, on a déjà été promis plusieurs fois, mais je pense que pour cette fois, ça va vraiment changer. Vu ce qui s'était passé avec Vital Kamerhe, et je pense que pour cette fois-ci, ça va vraiment changer. Alors, Jenny, pour mettre fin à cette session de Actu Chaude, qu'est-ce que vous avez un mot de la fin? Ouais, peut-être appeler les Congolais à être toujours vigilants, s'intéresser aux questions de leur pays, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les Rwandais viennent s'exprimer à notre place. Il ne faut pas juste laisser le gouvernement, Patrick Mouya, je ne sais pas qui d'autre, parler à notre place. Nous pouvons aussi nous exprimer. C'est possible. Et voilà pourquoi Wabinfo se focalise toujours sur les commentaires des téléspectateurs. Ça veut dire que nous accordons une importance aussi capitale au point de vue des Congolais, au point de vue justement de tous ces citoyens. Donc il faut toujours s'exprimer quand on évoque des questions qui concernent les pays, l'avenir de la nation. Il faut s'exprimer, donner votre point de vue, qu'il soit contraire ou qu'il va dans le même sens du gouvernement congolais. Il n'y a pas de problème. Il faut que les Congolais s'expriment et surtout évitons des injures. Donc on ne peut pas tomber trop bas. Exactement. On élève les débats, c'est aussi très important. Comme Jenny l'a dit, à Wabinfo, nous vous donnons l'opportunité de vous exprimer sur des sujets qui sont à cœur, qui vous touchent vraiment. Vous avez l'opportunité de vous exprimer et de pouvoir en parler. Comme M. Banza, il a dit, il essaie un peu de parler, on essaie un peu d'expliquer. Je pense qu'il est vraiment convaincu. Ça, je suis très sûre et certaine. Oui. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette session de Actu Chaude. Vous avez vraiment commenté, vous avez donné vos points de vue, vos avis, mais tout en restant dans les contextes et dans les faits. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine session de Actu Chaude, toujours vendredi. Merci.